Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi la scène 3 du 4e acte du Cid, la pièce de Corneille. Le Cid est un personnage qui a réellement existé dans l'Espagne du XIe siècle. C'était un mercenaire chrétien qui a combattu lors de la Reconquista, cette longue guerre qui opposa les Espagnols et les musulmans pour la domination de la péninsule ibérique. Quand je dis mercenaire, cela veut bien dire ce que ça veut dire. Le Cid s'est battu aussi bien du côté chrétien que du côté musulman. C'est d'ailleurs peut-être comme ça qu'il a acquis ce surnom de Cid, qui pourrait provenir de l'arabe Saïd ou Caïd, ce qui signifie seigneur ou commandant. Dans la querelle du Cid qui fut tranchée par l'Académie française que Richelieu venait de fonder, on a beaucoup reproché à Corneille d'avoir utilisé un sujet espagnol. En effet, traditionnellement, les dramaturges se basent sur des sujets antiques. En plus, à cette époque, la France était en guerre contre l'Espagne. Quoi qu'il en soit, Corneille ne garde pour son œuvre que la dimension épique du personnage. Le jeune Rodrigue vient de remporter sa première grande victoire. C'est le roi lui-même qui vient de lui donner cette appellation du Cid qui apparaît du coup comme un titre honorifique. Rodrigue va maintenant raconter la bataille devant le roi. C'est un récit qui appartient au registre épique. Dans l'auditoire, nous avons aussi son père Don Diego ainsi que deux autres gentilshommes castillans. Bien sûr, l'enjeu est aussi de captiver la salle pleine de spectateurs. Or, il est très difficile de représenter un récit comme cela au théâtre. La mise en scène est forcément limitée, tout doit passer par les mots. Ainsi, Rodrigue va devoir utiliser des procédés de narration variés pour dépeindre les péripéties de la bataille. Donner à voir une scène, avec une peinture saisissante, c'est une figure de style qu'on appelle l'hypotypose, une description vivante et animée pour frapper un auditoire. Toute la tirade du Cid peut être considérée comme une hypotypose. Ma problématique. Comment Rodrigue parvient-il à captiver son auditoire avec un récit de bataille qui utilise les ressorts du registre épique et de l'hypotypose? Nous allons faire ensemble une explication linéaire, mais voici quelques axes qui pourraient vous servir dans un commentaire composé. Rodrigue adresse son récit à un auditoire qu'il va essayer de captiver et d'impressionner. C'est un récit épique où il met en scène une bataille, la confrontation entre deux armées ennemies. La longue tirade est notamment écoutée par le roi. Alors Rodrigue va mettre en valeur sa stratégie militaire qui l'a mené à la victoire. Pour célébrer cet exploit militaire, il va mettre en avant des valeurs partagées de courage et de bravoure. Ces actions sont difficiles à représenter au théâtre. Rodrigue utilise alors des procédés de narration particuliers, notamment ceux de l'hypotypose. Par ailleurs, les effets de mouvement et de rythme dramatisent le récit et créent un effet de suspense. Enfin, les jeux d'ombre et de lumière qui représentent le passage du temps favorisent l'immersion des spectateurs. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une malassurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Dans cette tirade, Rodrigue fait un récit à son auditoire. Il va leur raconter la bataille qu'il vient de gagner. Il commence avec un présent de narration qui implique directement ses auditeurs. D'abord, il se dépeint en train d'avancer, puis il revient sur le départ. C'est ce qu'on appelle une analepse, un retour en arrière dans le passé. Au cinéma, on dirait un flashback. Du coup, il passe du présent au passé simple. Nous partîmes, nous vîmes. Ce changement de temps dramatise l'action. À partir de là, le récit va progresser chronologiquement. Toute la tirade est en alexandrin avec des rimes plates. On avance pas à pas. Comme il raconte une bataille, Rodrigue va utiliser les ressorts du registre épique pour impressionner son auditoire. Des chiffres, des hyperboles, des effets de rythme, un vocabulaire héroïque, des figures qui rendent les descriptions plus vivantes. En effet, on passe de 500 à 3000 soldats. C'est un chiffre multiplié par 6. Cette quantité est mise en valeur par l'enjambement. Vous voyez, la deuxième partie de la phrase est rejetée au vers suivant. Le point-virgule ici crée un effet de raccourci saisissant. À peine partis, les voilà déjà arrivés, promptement. Avec ce point-virgule, tout le trajet a été passé sous silence. C'est ce qu'on appelle une ellipse temporelle, un saut dans le temps. Cela crée un effet de surprise. En effet, nous allons voir par la suite que l'effet de surprise justement a une importance stratégique. Afin de rendre ses troupes plus impressionnantes, Rodrigue les personnifie comme un seul homme, avec un front, un visage. J'en cache les 2/3, aussitôt qu'arrivé, dans le fond des vaisseaux qui lors fut retrouvé. Le reste dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché aide à mon stratagème, et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Le récit de Rodrigue est rythmé par des conjonctions de coordination, et se tenant caché, et je feins hardiment. C'est ce qu'on appelle une polysynthète,
l'accumulation de conjonctions de coordination. Nous avons bien un récit qui progresse pas à pas. Vous allez voir que dans tout le passage, on a des mouvements ascendants et descendants. Ils contribuent à captiver l'auditoire. Lorsque les mouvements montent, la pression augmente, cela crée du suspense. Lorsque les mouvements redescendent, c'est un moment d'accalmie. Dans notre passage, on commence par un mouvement descendant, contre terre. Les troupes se cachent. Rodrigue prépare un effet de surprise qui a un intérêt à la fois militaire et narratif. Ainsi, dès le début de sa tirade, il insiste sur des éléments importants, la nuit, le silence et le nombre de combattants. J'en cache les 2/3. Si on fait les comptes, il a donc bien 2000 hommes cachés. La surprise est de taille. En fait, là, Rodrigue nous confie sa stratégie. Il revient au présent de l'indicatif, c'est une confidence. Je feins hardiment. L'auditoire en sait plus que l'adversaire, c'est un ressort qui augmente l'intérêt du récit. Rodrigue s'adresse directement à son roi. Je feins d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre. Cela montre toute la finesse diplomatique de Rodrigue. Comme il parle d'une victoire déjà acquise, il en attribue toute la réussite à son roi. Il flatte son autorité de souverain, qui est parfaitement respectée par tous. D'ailleurs, ils obéissent comme un seul homme. Sa troupe est désignée au singulier, le reste. Ils ne font pas de bruit, malgré leur impatience. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusques au port. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Dans sa tirade, Rodrigue veut emporter l'auditoire dans son récit, leur faire vivre la bataille comme s'ils étaient sur place. Vous connaissez sans doute déjà ce vers, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est un parfait exemple d'oxymore, l'alliance de deux mots dont le sens est contradictoire. Ici, ce rapprochement n'est pas absurde, les deux adjectifs ont un rôle. L'obscurité est importante stratégiquement pour l'effet de surprise. La clarté qui tombe est animée, elle tombe. Cela nous donne à voir les reflets de la lumière dans l'eau. Nous sommes bien à la place des soldats cachés dans l'obscurité. C'est une vue subjective. D'ailleurs, cette obscure clarté est le sujet du verbe faire voir. Ce passage met en place l'hypotypose qui se poursuit dans toute la tirade de Rodrigue. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que les soldats voient d'autre ? Ils voient 30 voiles. D'abord, on peut dire que c'est une synecdoque. On utilise la partie, une voile, pour désigner le tout, un bateau. C'est une forme de métonymie. Mais c'est surtout une figure très visuelle qui nous met à la place des soldats. Le pronom indéfini « on » contribue à donner aux auditeurs l'impression qu'ils sont inclus dans l'action. L'adverbe « enfin », qui est une marque de subjectivité, nous fait partager l'impatience des soldats. Les rythmes participent à l'effet d'immersion. D'abord, le temps ralentit, la nuit tombe, il se passe plusieurs heures. Le mot « enfin » marque ce qu'on appelle une ellipse temporelle. On fait un bond dans le temps. Ce passage du temps est accompagné de mouvements qui montent et qui descendent. L'obscure clarté tombe, c'est un mouvement descendant qui marque un moment d'accalmie. Puis, les morts et la mer montent jusqu'aux port. Vous sentez comme le mouvement ascendant est associé à une augmentation du suspense. Pour dramatiser ce moment, les allitérations en M imitent le bruit de la marée. Enfin, Rodrigue nous prépare au succès de son stratagème. La ponctuation mime le silence. Passé, point virgule, tranquille, point virgule. La répétition du mot point nous permet de suivre le regard des ennemis qui se rapprochent. Le port, la ville, ils courent se livrer. Cela montre le succès de la stratégie militaire du Cid. Nous nous levons alors et tous en même temps poussons jusque au ciel mais le cri éclatant. Les nôtres, à ces cris, de nos vaisseaux répondent, ils paraissent armés, les morts se confondent. L'épouvante les prend à demi descendus, avant que de combattre ils s'estiment perdus. Ils couraient au pillage, ils rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre, et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang, avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. L'effet de surprise est raconté à grand renfort d'effets de style. Les 1000 cris sont illustrés par les allitérations en i. Le mouvement ascendant, nous nous levons, est redoublé par ces cris qui montent jusque au ciel. En fait, l'effet de surprise est double, car il provient de la ville, mais aussi des vaisseaux qui répondent aux cris. Les adversaires sont encerclés. Voilà pourquoi le pronom personnel de la première personne est répété doublement. Nous nous levons, les nôtres, nos vaisseaux. Le pronom possessif, les nôtres, a en plus une particularité. Il inclut les auditeurs, qui sont d'autant plus impliqués dans la bataille. Comment cet effet de surprise est-il raconté pour les ennemis ? L'épouvante les prend. C'est une personnification qui aurait même été une allégorie si le mot épouvante avait eu une majuscule. Le moment de surprise est saisi en instantané, avec le passage de l'imparfait au présent. Il courait au pillage et rencontre la guerre. L'effet de contraste est frappant, grâce au parallélisme de construction.
Enfin, les compléments circonstanciels de temps donnent l'impression que le moment de surprise immobilise les attaquants, à demi descendus, avant que de combattre, avant qu'aucun résiste. Rodrigue raconte des combats épiques. C'est la suite de l'hypotypose que nous avons mise en évidence tout à l'heure. Il utilise des phrases longues, entrecoupées de virgules. Les événements sont racontés en raccourci, on a une impression d'accélération. Le verbe d'action pressé est répété 2 fois, il entre même en écho avec le verbe pousser, un peu plus tôt. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre. Les compléments circonstanciels de lieu occupent tout l'espace disponible. La métaphore des ruisseaux est marquante. C'est un ressort épique qui donne à voir de grandes quantités de sang. D'ailleurs, les allitérations en R et en S viennent représenter ce sang qui coule. À la fin de ce passage, le mouvement redescend. Les ruisseaux, l'eau, la terre, tout cela nous met au niveau du sol. D'ailleurs, l'ennemi a débarqué, ils sont descendus. Il faut s'attendre, pour la suite, à un regain d'action. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît et leur terreur s'oublie. La honte de mourir sans avoir combattu arrête leur désordre et leur rend leur vertu. Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. De notre sang au leur font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Nous assistons maintenant à un retournement de situation avec le lien logique d'opposition « mais ». Les mots « terreur » et « courage » sont utilisés en parallèle. C'est une antithèse, la création d'un effet de contraste par le rapprochement de 2 termes opposés. C'est aussi une confrontation entre les 2 armées, qui est mise en évidence par les compléments circonstanciels de manière « malgré nous »,« contre nous ». Désormais, le sang coule des 2 côtés. Notre sang au leur vient confronter les pronoms personnels de la première et de la 3e personne. D'ailleurs, cette 3e personne du pluriel devient envahissante. Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. Les alfanges, ce sont des épées à lame courbe. On retrouve alors un mouvement ascendant. Des pieds, on remonte aux mains. Cette image dynamique qui va de bas en haut fait ressurgir les enjeux du combat tout en créant un nouvel effet de suspense. Il est intéressant de voir que les adversaires ne sont pas dévalorisés. Le courage, la honte de mourir, la vertu, ce sont autant de qualités et de valeurs qui sont partagées par les 2 camps. Elles sont presque personnifiées par les verbes d'action. Le courage renaît, les terreurs s'oublient, la voix pronominale est significativement préférée à la voix passive. La honte de mourir agit directement, elle arrête le désordre. Comme tout à l'heure, ces personnifications sont presque des allégories, et d'ailleurs le dernier vers met carrément en scène la mort triomphante. L'hypotypose se poursuit de manière encore plus frappante. Les différents lieux sont multipliés, avec des conjonctions de coordination répétées de façon insistante. On retrouve donc la figure de la polysyndète, la répétition de conjonctions qui ne sont pas forcément nécessaires. Cela crée un effet de débordement, les combats envahissent tout l'espace disponible. La métaphore des champs de carnage est étrangement poétique, on dirait que le carnage pousse comme les blés. Cette image est renforcée par l'enjambement, comme si l'espace de plus en plus large occupé par la bataille se mettait à déborder le cadre des Alexandrins. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait. J'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire avancer les uns et soutenir les autres, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour, et ne les put savoir jusqu'au point du jour. Mais enfin sa clarté montre notre avantage. Le ton change dans ce passage, on peut dire que c'est une pause dans la narration. Rodrigue adopte un regard plus subjectif, c'est pour ça qu'on voit réapparaître la première personne du singulier. L'apostrophe qui débute le passage signale bien cette importance de la subjectivité. L'émotion est perceptible, avec une exclamation, des assonances en O et I. D'ailleurs, regardez, pour respecter la prononciation de l'alexandrin, il faut détacher le I du mot action. C'est ce qu'on appelle une diérèse, une voyelle compte pour un pied. En même temps, Rodrigue essaye de décrire un moment particulièrement difficile à raconter. Tout se passe dans l'obscurité. Pour rendre compte des combats, il va devoir utiliser des procédés détournés. Combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire? Comment expliquer cette antithèse entre les mots exploit et sans gloire? Eh bien, Rodrigue valorise les actes de bravoure de ses soldats, mais il rencontre une difficulté pour les raconter, précisément à cause de l'obscurité et de la confusion. C'est en plus une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont la réponse est présupposée. Combien d'exploits? Je ne sais pas, il y en a trop pour les compter. On est dans l'excès. Cette question rhétorique va donc en fait servir à construire une hyperbole, l'expression est exagérée. Tout cela participe évidemment au registre épique. Antithèse plus question rhétorique plus hyperbole. Et oui, Corneille est très fort pour cumuler les figures de style. Rodrigue essaye de raconter ce qui n'est pas racontable. Les lieux sont confondus, au milieu, de tous côtés, notamment avec les pronoms interrogatifs, les ténèbres où le sort inclinait. Les personnes sont indéfinies, chacun, les uns, les autres, ceux qui venaient.
Du coup, les points de vue sont aussi confus, les témoins sont isolés. Tout ça lui permet de créer un suspense, une attente insoutenable. D'abord, il utilise une métaphore, où le sort inclinait. C'est l'image d'un équilibre fragile, prêt à être rompu. Les deux seuls verbes qui expriment la connaissance, discerner, savoir, sont à la forme négative. Ensuite, regardez le pronom qui se trouve ici. Je ne l'ai pu savoir jusqu'au point du jour. À quoi se rapporte-t-il? Il reprend où le sort inclinait, qui se trouve au-dessus. De même, le sujet du verbe avoir, c'est la première personne qui se trouve ici. L'effet de suspension qui est créé va donc durer 4 vers, pendant lesquels Rodrigue agit pour ainsi dire en aveugle, avec une accumulation de verbes à l'infinitif. Encourager, soutenir, avancer, ranger, pousser. En plus, ces verbes expriment un mouvement ascendant, que Rodrigue prend en charge tout seul. Dans ce discours, il valorise aux yeux du roi son rôle de commandement. Enfin, c'est la clarté du jour qui révèle la victoire. C'est une ellipse temporelle. Toute la nuit s'est passée en combat. Tout au long du récit de Rodrigue, la lumière et l'ombre ont ainsi joué un rôle essentiel. Elles ont contribué à la stratégie de Rodrigue et à l'effet de surprise. Mais surtout, elles nous ont fait éprouver le passage du temps. Elles ont rythmé le récit et elles ont créé un véritable effet d'immersion. Cette tirade du Cid est un véritable récit épique. Les événements sont racontés pas à pas. Rodrigue n'hésite pas à donner un point de vue subjectif, des émotions. Mais les combats sont difficiles à représenter au théâtre. Rodrigue va devoir utiliser des procédés de narration particuliers comme ceux de l'hypotypose. Il va donner à voir la bataille, avec des images frappantes. Le récit de Rodrigue a pour objectif de célébrer une victoire. Il va impliquer son auditoire en mettant en avant des valeurs communes. Il va aussi vanter les exploits de ses troupes en valorisant le courage des adversaires. En montrant le succès de sa stratégie militaire, il flatte l'autorité du roi et captive les spectateurs. Afin d'impliquer au mieux son auditoire et de leur faire vivre les actions, Rodrigue utilise des effets de rythme. Les mouvements descendants manifestent une accalmie, les mouvements ascendants augmentent la pression et contribuent au suspense. L'obscure clarté dramatise les moments d'attente. Les spectateurs, conquis, voient avec les soldats le point du jour se lever sur la victoire finale. Si vous lisez l'œuvre complète, je vous invite à consulter les autres passages. La défaite de Don Diègue, Orage au désespoir, acte 1, scène 4. Les stances du Cid, en cet affront mon père est l'offensé et l'offenseur le père de Chimène, acte 1, scène 6. Et la confrontation entre Rodrigue et le comte, à 4 pas d'ici je te le fais savoir, acte 2, scène 2. Au revoir.